À la maison, en voiture, au bureau, partout on vous accompagne. Merci de nous écouter. Le journal Erwan Oliyide. Nous sommes mardi 25 juillet 2023. Bonjour mesdames et messieurs et merci d'être au rendez-vous de l'information sur Radio Afrique Santé. Au sommet de ce journal, le Salon national de l'artisanat du Bénin 2023 se poursuit à la plage de Fidjourosé à Cotonou. En dehors des produits de l'artisanat, des articles de la médecine traditionnelle et la gastronomie africaine sont également proposés au public. Lutter contre le paludisme en milieu universitaire, les étudiants de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi sensibilisés sur les comportements adoptés pour éviter le paludisme. L'idée, c'est qu'ils sensibilisent à leur tour leurs parents et amis afin d'éviter les décès liés au paludisme. Et puis en nutrition, nous nous intéressons à un mets typiquement africain, le djongoli. Quelles sont les habitudes culinaires à éviter pour bénéficier des bienfaits nutritionnels du djongoli? Les explications de Rebecca Sabouran, nutritionniste et diététiste, sont à suivre dans le dernier tournant de ce journal. Info Santé en direct du studio Vincent Folly de Radio Afrique Santé, émettant d'Abomey-Calavi au Bénin. Bienvenue à tous. Actualité oblige, on démarre tout de suite par les échos du Salon national de l'artisanat du Bénin. Installé à la plage de Fidjourosé depuis le 17 juillet, le Salon national de l'artisanat du Bénin, en abrégé SNAB, se poursuit. Il propose au public une gamme de produits diversifiés. Il s'agit des produits de l'artisanat, de l'art, de l'industrie du textile et de la mode, de l'agroalimentaire, de la pharmacopée et autres qui attirent l'attention des visiteurs et hommes d'affaires. Séraphin Sotigbi Awadon est praticien et nous parle de ces articles. Je suis venu à la fois avec les produits de la pharmacopée et j'ai aussi amené les produits cosmétiques. Donc je suis purement à la santé, ce qui concerne la peau et l'organisme. Et j'ai amené pas mal de choses. J'ai le produit très efficace pour l'hémorroïde, interne comme externe. J'ai aussi produit pour les hépatites. J'ai aussi pas mal de médicaments pour la faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. J'ai composé avec graines de kékéliba, plus l'écorce d'une plante qu'on appelle chez nous à Dakplatine en fond. Dans mes compositions, il n'y a aucun produit chimique dedans. Tout est naturel. Et la foire est bien organisée. Mais, dimension qu'on nous a donnée là, vraiment, c'est ça que moi je n'ai jamais vu pendant les foires. Si on peut revoir prochainement, c'est bon. La gastronomie africaine est aussi au rendez-vous au SNAB. Jean-Luc Vemo, chef de cuisine. Nous sommes présents pour valoriser une cuisine d'application et qui va proposer tous les jours 5 plats qui sont concoctés de manière très saine avec des aliments frais que nous allons proposer durant toute la durée du salon jusqu'au 27 juillet. Il y a pas mal de visites, ça se passe vraiment bien. Je dirais même qu'il y a plusieurs points intéressants qui sont organisés ici avec des panels qui tournent autour vraiment de la valorisation des artisans au Bénin, les solutions pour encore mieux travailler au niveau de leur valorisation, leur accompagnement, la formation, le financement, enfin c'est assez vaste et dense. Les personnes du secteur elles-mêmes sont vraiment très intéressées et ont répondu présent, donc il y a une belle affluence. Les Cotonois répondent à l'appel. À l'issue du salon, des prix seront décernés aux artisans les plus créatifs et innovants pendant l'exposition. Pour rappel, le salon prend fin le 27 juillet prochain. On reste au Bénin pour dire qu'une campagne de sensibilisation sur le paludisme en milieu universitaire a été organisée en fin de semaine dernière à l'université d'Abomey-Calavi UAC. La salle audiovisuelle de l'EPAC, donc l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, a servi de cadre à cette campagne initiée par un groupe d'étudiants engagés pour l'atteinte de l'objectif à zéro paludisme d'ici 2030. Au cours de la séance, les stratégies de lutte contre le paludisme ont été exposées par différents enseignants-chercheurs et acteurs du programme national de lutte contre le paludisme. Dr Philémon Tokponon, entomologiste médical et parasitologue, revient sur l'importance de cette séance d'instruction. C'est une opportunité pour nous de sensibiliser les étudiants sur les comportements à adopter pour mieux apporter leur contribution à la lutte contre le paludisme.
Si nous avons initié ça, c'est parce que nous savons que ça va impacter. Nous savons qu'ils peuvent aider nos communautés à changer de comportement. C'est surtout pour ça. Ce que nous venons de faire, ça ne se passe pas souvent comme ça. C'est souvent rare de voir des enseignants disponibles pour organiser des activités paracadémiques du genre. Nous l'avons fait parce que nous y avons cru. Nous pensons que l'État, dans les documents normatifs, est en train d'amorcer le processus d'élimination. On peut éliminer si tous les bénévoles ne sont pas engagés. Si nous avons la grande couche étudiantine qui est là, il faut nécessairement les orienter pour qu'ils comprennent à quoi ça ressemble et comment est-ce qu'ils peuvent véhiculer des messages adéquats au niveau de nos communautés de ménage pour faciliter une meilleure protection de nos populations. Docteur Victorien Douillon est aussi l'un des panélistes de cette séance de sensibilisation. Il est consultant biologiste et enseignant-chercheur à l'EPAC, l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Il explique sa motivation à participer à cette activité. Il est important que nos étudiants comprennent qu'en dehors, n'est-ce pas, des cours classiques que nous leur donnons, il y a beaucoup à faire en termes de services rendus à la communauté. Et quand nous voyons des initiatives venant surtout vers un problème de santé publique qu'est le paludisme, nous ne pouvons que les accompagner pour inspirer davantage ceux qui les suivent et pour les conforter qu'ils sont dans la bonne direction. Le paludisme doit en fait être pris en compte dans son entièreté pour en faire une thématique d'intérêt et nous devons aboutir en fait à zéro paludisme. Cela commence évidemment par non seulement les chercheurs, mais également les étudiants, puisque eux, ils sont plus proches de la communauté. En les impactant, nous sommes sûrs que cela fera boule de neige dans la communauté. Quelques étudiants rencontrés sur les lieux ont partagé avec nous ce qu'ils ont retenu à l'issue de cette campagne de sensibilisation. On les écoute. J'ai retenu beaucoup de choses, dont l'utilisation correcte des moustiquaires imprégnés, les mesures de prévention, les symptômes du paludisme, et ils nous ont aussi encouragé à faire des tests de dépistage, des TDR. Par exemple, au niveau des mesures de prévention du paludisme, ils nous ont appris qu'il faut éliminer les eaux stagnantes où les moustiques se reproduisent, qu'il faut vider les récipients d'eau usée et couvrir les eaux à boire afin que les moustiques ne produisent plus leurs œufs. J'ai retenu que la plupart des gens utilisent mal les moustiquaires. Par exemple, ceux qui dorment à 3, peut-être sous une moustiquaire pour 2 personnes. Ensuite, le paludisme est vraiment un problème d'ordre général. Et il ne faut vraiment pas banaliser ça. Il faut vraiment se rapprocher des centres qui sont vraiment plus adaptés pour nous diagnostiquer, pour éviter les cas de paludisme grave, au lieu de faire de l'automédication à la maison et pour que ça dégénère. C'est ça qui cause les cas de mortalité les plus élevés. Comme essentiel à retenir, je peux dire que le paludisme est une maladie qui est assez récurrente et répandue un peu partout, surtout en milieu universitaire. Et puis les efforts qui ont été mis en œuvre sont louables. Mais bon, ces efforts ne sont pas suffisants. Donc il faudrait développer de nouveaux programmes capables de pouvoir éradiquer cette maladie au bout de certains temps. Il faut dire que les campagnes a pris fin par le dépistage du paludisme aux étudiants. Les cas positifs enregistrés ont bénéficié d'une prise en charge gratuite. Mesdames et messieurs, parlons nutrition à présent. Le djongoli est un mets typiquement africain. Il est un aliment très riche en nutriments pour le bon fonctionnement de l'organisme. Néanmoins, quelques mauvaises pratiques dans la préparation de cet aliment pourraient engendrer des conséquences sur la santé à long terme. Quelles sont les habitudes culinaires à éviter pour bénéficier des bienfaits nutritionnels du djongoli? Rebecca Sabouran, nutritionniste diététiste, explique. Si les méthodes culinaires adoptées pour la préparation de ce repas-là ne sont pas des méthodes adéquates, la consommation de ce repas pourrait avoir beaucoup de conséquences sur l'organisme sur le long terme. Le haricot, avant de le cuisiner, quand on le met au feu, premièrement, il faut changer l'eau de cuisson pour éliminer tout ce qui est facteur antinutritionnel dans le haricot. En dehors de ça, en voulant cuisiner le haricot, d'abord, certaines personnes ont l'habitude d'ajouter du bicarbonate ou de la potasse pour accélérer la cuisson de cet aliment-là. En adoptant ce comportement-là, on dénature le haricot et toutes les vertus qui pourraient se retrouver dans le haricot, qui nous feraient du bien, la plupart de ces nutriments-là sont dénaturés. L'organisme a besoin de certains nutriments dont il n'a pas la capacité de produire lui-même. Et si par nos méthodes de cuisson nous dénaturons les aliments, nous ne jouissons plus vraiment de ces nutriments-là. Et les carences se créent ainsi au niveau de l'organisme. Et quand les carences commencent par se créer, bienvenue les maladies.
La spécialiste en nutrition poursuit avec les bonnes méthodes de cuisson du béjongoli, Rebecca Sabourin. Certaines personnes, en venant consommer le djongoli, ont l'habitude de le prendre avec des fritures, qu'on appelle communément chez nous au Bénin le dja. Ce sont des comportements que nous devons vraiment revoir parce que la préparation de la friture consiste à chauffer l'huile, puis après à frire la tomate. D'abord, la déshydratation de la tomate qui nécessite un long moment de la tomate au feu et dénaturant ainsi déjà la tomate. Et puis après, on fait frire cette tomate-là. Les fritures ne sont pas indiquées parce que, quelle que soit la bonne qualité de l'huile que vous utilisez, il suffit que vous chauffez cette huile-là à une température donnée et puis elle pourrait créer des dégâts au niveau de votre organisme. La consommation du djongoli pourrait avoir des conséquences sur l'organisme si les méthodes culinaires pour la préparation de ce repas-là ne sont pas adéquates. Et c'est sur ces propos de Rebecca Sabourin recueillis par Nawala Kobi que nous mettons un thème à l'info santé de ce mardi. Je suis Erwan Oleide à la régie Tibus Arrégenou. Merci pour votre aimable attention, nous vous en savons gré.